Il y a 30 jours, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit une seule phrase à voix haute. Une phrase simple, en français. Et j'ai pleuré. Pas parce que c'était beau. Parce que je ne comprenais même pas ce que je venais de dire. J'avais répété cette phrase à partir d'un enregistrement audio, mot par mot, et quand je l'ai dite dans le miroir, je n'avais aucune idée de ce qu'elle signifiait. J'avais juste copié des sons. Et cette réalisation m'a frappé très fort. 2 ans d'apprentissage. Et je copiais des sons sans les comprendre. Bonjour mon ami, et bienvenue dans cette vidéo. Avant de continuer, dis-moi dans les commentaires, tu regardes cette vidéo depuis quel pays? Moi, je suis américaine, alors je vais donner 2 exemples pour t'aider. Quelqu'un peut écrire États-Unis ou quelqu'un d'autre peut écrire Côte d'Ivoire. Et toi? Écris ton pays en bas, je lis tous les commentaires et je réponds à beaucoup d'entre eux. Maintenant, laisse-moi te raconter tout depuis le début. Vraiment depuis le début. Je m'appelle. En fait, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que j'ai fait pendant 30 jours, toute seule, dans mon appartement. J'ai décidé de parler uniquement en français. Pas avec des amis. Pas dans une école. Pas dans un pays francophone. Seule. Avec moi-même. Avec mon téléphone. Avec les murs de ma cuisine. Et avec mon chat, qui lui s'en fichait complètement de la langue que j'utilisais. Et je vais tout te raconter. Les bons moments, les moments difficiles, les moments où j'ai voulu arrêter, les moments de doute, les petites victoires inattendues, et ce qui s'est passé à la fin. Parce que la fin, elle m'a vraiment surprise. Et pas de la façon que j'attendais, mais d'une façon qui m'a appris quelque chose de beaucoup plus important que le français lui-même. Mais d'abord, il faut que tu comprennes pourquoi j'ai commencé. Parce que sans ce contexte, l'histoire n'a pas vraiment de sens. J'apprenais le français depuis environ 2 ans. 2 ans, mon ami. Ce n'est pas rien. J'avais des applications sur mon téléphone, des livres, des cahiers d'exercices, des cours en ligne payants. Je faisais des exercices chaque jour pendant au moins 30 minutes. Je connaissais les règles de grammaire, les conjugaisons, les accords, les temps verbaux. Je pouvais écrire des phrases grammaticalement correctes. Si tu me donnais une phrase en français avec un texte à trous, je pouvais souvent la compléter correctement. Mais quand quelqu'un me parlait en français, une vraie personne, dans la vraie vie, à vitesse normale, et je bloquais complètement. Ma tête devenait vide. Comme un écran qui s'éteint. Je cherchais les mots et ils n'étaient pas là. Ou ils étaient là, quelque part dans ma tête, mais je ne pouvais pas les trouver assez vite. Et pendant que je cherchais, l'autre personne attendait. Et cette attente créait une pression. Et cette pression rendait ma tête encore plus vide. C'était un cercle vicieux terrible. C'était vraiment frustrant. J'avais l'impression de construire une maison magnifique sans jamais y entrer. Je savais comment construire les murs, comment mettre les fenêtres, comment organiser les pièces dans ma tête. Mais je n'ouvrais jamais la porte pour vivre à l'intérieur. La maison existait, mais elle était vide.
Et moi, j'étais dehors, à la regarder depuis la rue. Alors un soir de semaine, très tard, je n'arrivais pas à dormir et je regardais des vidéos sur Internet. Et je suis tombée sur une vidéo d'un linguiste, quelqu'un qui étudie les langues scientifiquement. Il expliquait que le vrai problème avec la façon dont la plupart des gens apprennent les langues, ce n'est pas le manque de vocabulaire ou de grammaire. C'est le manque de pratique de quelque chose qu'il appelait la production. C'est-à-dire, parler. Vraiment parler. Et pas juste répéter des phrases dans un cours avec un professeur qui attend que tu répondes bien. Parler naturellement, spontanément, avec toutes tes vraies pensées, même si c'est imparfait. Il disait que pour vraiment activer une langue dans ton cerveau, pour la rendre disponible rapidement, automatiquement tu dois la produire toi-même. Pas juste la comprendre quand d'autres personnes la parlent. Et pour ça, la meilleure méthode accessible à tout le monde, gratuitement, à n'importe quel moment, c'est de parler à voix haute, même seul. Il citait des recherches qui montraient que les gens qui pratiquent la parole à voix haute seuls font des progrès plus rapides que ceux qui font le même nombre d'heures d'études traditionnelles. Parce que le cerveau apprend en faisant, pas en observant. J'ai pensé que c'était un peu bizarre comme méthode. Parler seul, dans mon appartement, en français. Ça m'a fait penser aux personnes qu'on voit parfois dans la rue qui parlent à elles-mêmes et on se demande si elles ont besoin d'aide. Mais j'étais prête à essayer quelque chose de différent. Parce que ma méthode normale, les applications, les livres, les exercices ne produisaient pas les résultats que je voulais. Je voulais parler. Je ne savais pas parler. Donc quelque chose devait changer. Alors j'ai décidé. 30 jours. Chaque jour, je parlerai en français. À voix haute. Seul. Autant que possible. Pas seulement pendant des sessions d'apprentissage structurées, mais pendant toute la journée ordinaire. Quand je me lève. Quand je fais le café. Quand je me prépare le matin. Quand je fais la cuisine. Quand je regarde par la fenêtre. Quand je me promène. Quand je fais le ménage. Tout. J'écris les règles dans mon carnet. Pas de conversation en anglais avec moi-même. Si je ne savais pas un mot, j'utilisais un autre mot ou je décrivais le concept. Je pouvais chercher des mots dans le dictionnaire, mais je devais les utiliser dans une phrase à voix haute immédiatement après. Et chaque jour, je faisais un enregistrement de 5 minutes au moins. Le premier jour, je me suis réveillée avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Cet enthousiasme du début d'un nouveau projet, tu connais peut-être quand tout semble encore possible et que les difficultés n'ont pas encore commencé. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé le plafond blanc de ma chambre, et j'ai dit à voix haute, « Bonjour. C'est le premier jour. » En français, bien sûr. Et c'était facile. Ces phrases simples, je les connaissais bien. Je les avais pratiquées des centaines de fois dans mes applications. Alors j'ai continué. Je me suis levée et j'ai dit, je vais faire du café maintenant. J'ai marché vers ma cuisine et j'ai dit, il fait clair dehors aujourd'hui. Je pense qu'il ne va pas pleuvoir. Mon chat était assis sur le canapé et je lui ai dit, bonjour, tu as faim? Il a répondu avec un son qui ressemblait à une réponse, ce qui était encourageant.
Mais très vite j'ai réalisé quelque chose d'important. Dès que je voulais dire quelque chose de plus complexe, quelque chose qui n'était pas dans la liste des phrases communes que j'avais apprises, quelque chose de plus personnel, une vraie pensée du matin, une observation sur ma vie, je ne savais plus comment le dire. Par exemple, ce matin-là, je pensais à un rêve que j'avais fait la nuit précédente. Un rêve étrange et confus, comme beaucoup de mes rêves. Je voulais le décrire en français, juste pour m'entraîner. Et là, j'ai bloqué. Comment on dit rêve déjà? Je le savais. Je l'avais appris dans ma première semaine d'apprentissage. Mais dans le moment, avec la pression de devoir parler, le mot n'était pas disponible. Il était quelque part dans ma mémoire, bien rangé, mais la clé pour y accéder n'était pas dans ma main. J'ai cherché pendant peut-être 30 secondes, ce qui est long quand tu attends. Et finalement j'ai dit, avec une grande hésitation, le dream, non, le rêve. Et j'ai ri. Parce que c'était absurde et un peu pathétique. Je suis là, dans ma cuisine à 7 heures du matin, à chercher un mot de base dans ma propre tête, toute seule, sans personne pour me regarder. Mais ce premier jour m'a appris quelque chose d'important, quelque chose que je n'avais pas vraiment compris avant malgré 2 ans d'études. Il y a une grande différence entre connaître un mot et pouvoir utiliser un mot rapidement dans une conversation. Je connaissais beaucoup de mots en français. J'avais fait des listes. J'avais fait des fiches mémoire. J'avais répété. Mais les utiliser naturellement, rapidement, sans réfléchir pendant 10 secondes, c'était une compétence totalement différente. Et cette compétence, je ne l'avais presque pas développée. La deuxième journée a été plus difficile, mon ami. L'enthousiasme du premier jour avait un peu disparu, et la réalité quotidienne était là, avec toutes ces petites difficultés ordinaires. Je m'étais levée un peu fatiguée, j'avais du travail à faire, et l'idée de me forcer à parler français pendant toute la journée semblait un peu lourde. J'essayais de décrire ma journée à voix haute pendant que je la vivais. Je prépare mon petit déjeuner. Je mange des œufs. Je bois mon café chaud. Mais même ça, ce n'était pas toujours simple. Parce que quand tu décris ce que tu fais au moment exact où tu le fais, tu dois penser et parler en même temps, et tu ne peux pas préparer ta phrase à l'avance. Et le problème central que j'avais, c'est que je pensais en anglais et que j'essayais de traduire en français. Et ce processus de traduction prenait trop de temps. Ma pensée était en anglais, ma bouche devait parler français, et entre les deux, il y avait comme un mur. Un mur épais et lent qui ralentissait tout. J'ai décidé d'essayer quelque chose de différent pour attaquer ce problème. Au lieu de penser d'abord en anglais et de traduire, j'allais essayer de penser directement en français. Même si mes pensées françaises étaient simples, incomplètes, maladroites. Même si je devais simplifier mes idées pour les adapter à ce que je pouvais dire. Je voulais commencer à avoir des pensées françaises, pas des traductions de pensées anglaises. C'est plus difficile que ça en a l'air. Beaucoup plus difficile. Parce que penser dans une langue que tu maîtrises mal, c'est comme marcher avec des chaussures trop petites. Chaque pas est un effort conscient. Chaque pensée doit être simplifiée, réduite, adaptée à ce que tu sais dire. Et parfois tu dois complètement abandonner une idée complexe parce que tu n'as tout simplement pas les mots pour la penser en français. Et ça, c'est une sensation très étrange.
Comme si une partie de ta personnalité était temporairement inaccessible. Mais j'ai continué. Et le troisième jour, quelque chose de petit mais important s'est passé. Je préparais mon dîner. Un dîner simple, je faisais une salade avec ce que j'avais dans le réfrigérateur. Et pendant que je coupais les légumes, j'ai commencé à parler de ma journée. Comment elle avait commencé, ce que j'avais fait dans l'après-midi, ce que je pensais faire le soir. Et soudain, au milieu d'une phrase, j'ai remarqué quelque chose. Je parlais sans vraiment réfléchir. Pas longtemps, peut-être 2 ou 3 phrases seulement. Mais ces phrases étaient sorties naturellement, sans que je les ai planifiées, sans pause pour chercher les mots, sans traduction consciente de l'anglais. Juste. Naturellement. Comme de l'eau qui coule. C'était très petit. Vraiment très petit. Un moment de 15 secondes peut-être. Mais pour moi, à ce moment précis dans ma cuisine, c'était comme une victoire énorme. J'ai posé mon couteau. J'ai souri à moi-même. Et j'ai dit à voix haute, en français, c'était bien. Ça s'est passé. Et c'était vraiment bien. Mon ami, je veux que tu comprennes quelque chose qui est fondamental dans l'apprentissage. Ces petites victoires, elles sont absolument essentielles. Peut-être même plus importantes que les grandes progressions. Parce que les grandes progressions ne viennent pas tout d'un coup, comme un éclair. Elles sont construites à partir de milliers de petits moments accumulés. Un mot trouvé plus rapidement qu'hier. Une phrase dite avec moins d'hésitation. Une erreur de moins. Une connexion de plus. Et c'est l'accumulation de tous ces petits moments, jour après jour, qui crée les grands changements. La première semaine a continué comme ça. Chaque jour, je trouvais de nouvelles façons de m'entraîner, de nouvelles situations dans lesquelles utiliser le français. Le matin, je décrivais ce que je voyais autour de moi en me levant. L'après-midi, je racontais à voix haute ce que j'avais fait le matin. Le soir, je parlais de mes pensées, de mes sentiments, de mes plans pour le lendemain. Et tout ça à voix haute, dans mon appartement, avec mon chat comme seul public. Mais il y avait un problème. Un problème que je n'avais vraiment pas anticipé et qui s'est révélé être plus difficile que toutes les difficultés linguistiques. La solitude de cette pratique. Quand tu parles seul dans une langue, dans ton appartement, il n'y a personne pour te répondre. Personne pour valider ce que tu dis. Personne pour te corriger quand tu fais une erreur. Personne pour continuer la conversation, te donner une direction, pour réagir à ce que tu exprimes. Et après quelques jours, cette absence de réponse devenait vraiment pesante. J'avais l'impression de parler dans un vide. Comme si mes mots disparaissaient dans l'air de mon appartement et ne servaient à rien, n'atteignaient personne, n'avaient aucun impact. Et parfois, au milieu d'une phrase, je m'arrêtais parce que je pensais, à quoi ça sert vraiment? Il n'y a personne qui écoute. Je parle dans le vide. C'est là que j'ai compris que je devais trouver une solution créative pour contourner ce problème psychologique. Je devais me créer un interlocuteur. Même un interlocuteur imaginaire. Alors j'ai commencé à me parler à moi-même comme si je racontais ma vie à un ami imaginaire qui était assis dans le fauteuil de mon salon.
Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui, je disais en regardant le fauteuil. Et ensuite je racontais ma journée, mon humeur, mes pensées. Mon ami imaginaire ne répondait pas, mais l'idée qu'il y avait quelqu'un qui m'écoutait rendait les choses plus naturelles, plus engagées. Je parlais avec plus d'énergie, plus d'intonation, plus de vie. J'ai aussi commencé à utiliser mon téléphone différemment, d'une façon que je n'avais pas prévue au départ. Au lieu de juste enregistrer mon écran pour des applications d'apprentissage, j'ai commencé à faire de courtes vidéos de moi-même en train de parler français. Juste pour moi. Des vidéos de 2 ou 3 minutes où je racontais ma journée face à la caméra. Comme un vlog personnel que personne ne verrait jamais. Et mon ami, c'était vraiment difficile d'écouter et de regarder ces enregistrements. Vraiment difficile. Parce que j'entendais et je voyais toutes mes erreurs avec une clarté brutale. J'entendais mon accent américain qui était très présent, ces sons du français que ma bouche ne faisait pas encore correctement, ces R qui sonnaient trop américains, ces voyelles qui n'avaient pas encore la bonne couleur. J'entendais les longues pauses silencieuses pendant lesquelles je cherchais des mots dans ma tête. J'entendais les fois où je mélangeais des mots anglais dans mes phrases françaises sans même m'en rendre compte. Et j'entendais parfois des phrases qui n'avaient vraiment aucun sens grammatical, des phrases où j'avais mélangé plusieurs constructions différentes pour en créer une nouvelle qui n'existait dans aucune langue. Mais j'écoutais quand même. Parce que c'est comme ça qu'on progresse vraiment. Il faut avoir le courage d'entendre ses propres erreurs. Et pas juste les entendre, les remarquer, les analyser, et décider de faire différemment. Vers le 8e jour, j'ai rencontré ce que j'appellerais ma première vraie crise du défi. Ce jour-là, j'essayais de parler de quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Une situation personnelle difficile dans ma vie. Quelque chose que j'avais besoin d'analyser, de comprendre, de mettre en mots pour pouvoir avancer. Et en anglais, j'aurais pu le faire facilement et naturellement. J'aurais eu les nuances exactes, les subtilités de vocabulaire, les mots précis pour décrire exactement ce que je ressentais. En français, je ne pouvais absolument pas. Mon niveau était trop limité pour exprimer des émotions complexes et nuancées. Je savais dire je suis triste ou je suis contente ou je suis en colère. Mais les sentiments entre ces grands mots, les sentiments qui mélangent la mélancolie et la nostalgie, qui combinent la gratitude et la peur, qui contiennent à la fois de l'espoir et du doute, ces sentiments-là, je ne pouvais pas les exprimer. Les mots n'étaient pas là. Et j'ai ressenti quelque chose de vraiment désagréable et inattendu. Une sorte de frustration très profonde. Pas une frustration banale. Une frustration qui touchait quelque chose de fondamental dans mon identité. Parce que ma capacité à m'exprimer, à dire ce que je pense et ce que je ressens avec précision est quelque chose que je valorise énormément. Et en français, j'étais soudainement réduite à la capacité d'expression d'une petite enfant. Je suis triste. C'est difficile. Je ne sais pas quoi faire. Des phrases de 5 mots pour des sentiments qui auraient besoin de 5 paragraphes. Je me souviens que je me suis assise sur mon canapé ce soir-là, les bras croisés, et j'ai pensé très sérieusement à abandonner le défi. Juste arrêter. Revenir à l'anglais. Revenir à ma vie normale où je pouvais m'exprimer comme une adulte. Parce que cette sensation de réduction, d'être moins que soi-même, était vraiment difficile à supporter. Mais je ne l'ai pas fait. Et je vais te dire exactement pourquoi.
parce que c'est l'important. J'ai pensé à tous les gens dans le monde qui apprennent l'anglais. Des centaines de millions de personnes. Des gens qui ont quitté leur pays et qui doivent maintenant travailler, communiquer, élever leurs enfants, défendre leurs droits, construire leur vie, tout ça dans une langue qui n'est pas leur langue. Qui ne le sera peut-être jamais complètement. Et ces gens-là ressentent exactement ce que je ressentais ce soir-là, cette frustration d'être réduit, de ne pas pouvoir être pleinement soi-même dans une langue étrangère. Mais ils n'ont pas le luxe d'abandonner. Ils continuent quand même. Chaque jour. Avec courage. Cette pensée m'a donné du courage. Si eux pouvaient vivre des années entières dans cet inconfort sans abandonner, je pouvais continuer pendant 22 jours de plus. Alors le 9e jour, je me suis levée et j'ai repris. Et j'ai décidé de changer quelque chose dans mon approche, une chose importante que j'avais mal comprise depuis le début. Au lieu d'essayer de tout exprimer en français, au lieu de me battre pour trouver des façons de dire des choses complexes que je n'avais pas encore les outils pour dire, j'allais accepter mes limites. Complètement et sincèrement. Si je ne pouvais pas exprimer une pensée complexe, je dirais la version simple de cette pensée. La version que mes mots actuels me permettaient de dire. Et progressivement, au fil des jours suivants, ces pensées simples deviendraient un peu moins simples. C'était une libération. Vraiment. Au lieu de me battre contre le français, je m'adaptais au français. Au lieu de vouloir parler comme une adulte américaine avec 28 ans d'expérience dans sa langue maternelle, je parlais comme ce que j'étais vraiment, quelqu'un qui apprend, qui fait de son mieux, qui progresse. Et c'était honnête. C'était réel. Et c'était suffisant. Mon ami, cette 2e semaine a été très différente de la première dans son énergie et dans sa qualité. Quelque chose avait commencé à changer dans ma façon de parler. Pas radicalement, je faisais encore beaucoup d'erreurs. Mais les pauses entre les mots étaient un peu moins longues. Certains mots venaient un peu plus vite. Et surtout, je commençais à avoir de petites pensées directement en français. Pas des traductions depuis l'anglais, mais des vraies pensées françaises, nées directement dans la langue française. Par exemple, un matin vers le 10e jour, je regardais par ma fenêtre et il pleuvait. Et ma première pensée spontanée, pas ma 2e, pas ma 3e après réflexion, mais ma toute première réaction automatique était en français. Oh, il pleut encore. Juste 3 mots. Mais ces 3 mots sont apparus dans mon cerveau en français avant l'anglais. Et ce moment-là, ce tout petit moment m'a semblé absolument extraordinaire. Parce que ça voulait dire que quelque chose dans mon cerveau commençait à se réorganiser. Je commençais aussi à rêver en français parfois. Enfin, pas complètement, mes rêves restaient largement en anglais. Mais il y avait des fragments français dans certains rêves. Des mots isolés. Des phrases courtes. Des dialogues brefs. Mon cerveau, même pendant que je dormais, commençait à intégrer cette nouvelle langue dans ses opérations normales. Pendant la 2e semaine, j'ai développé de nouvelles habitudes qui rendaient la pratique plus intéressante et plus variée. Le matin, avant de commencer ma vraie journée de travail, je passais entre 15 et 20 minutes à parler librement sans sujet précis. Juste ce qui venait dans ma tête. Parfois je parlais de mes projets pour la journée.
Parfois je racontais un souvenir de mon enfance. Parfois je décrivais en détail ce que je voyais autour de moi dans mon appartement, le désordre sur mon bureau, la lumière qui entrait par la fenêtre, l'état de mes plantes. Et j'ai commencé à lire des textes en français à voix haute. Des articles simples sur des sujets qui m'intéressaient, des histoires courtes, des recettes de cuisine. Pas pour traduire, pas pour analyser la grammaire, juste pour sentir les mots dans ma bouche. Pour habituer mes lèvres, ma langue, ma gorge aux sons spécifiques du français. Parce que les sons du français sont très différents de ceux de l'anglais, et ça prend vraiment du temps pour que ton système physique apprenne à les produire naturellement. Mon ami, est-ce que tu sais que l'apprentissage d'une langue est en partie un apprentissage physique? Pas seulement mental ou intellectuel. Quand on apprend à parler une nouvelle langue, on doit entraîner des muscles. Des muscles dans la bouche, dans la gorge, dans la mâchoire. On doit apprendre à faire des mouvements que notre bouche n'a jamais fait auparavant. Le R français, par exemple, est produit avec une vibration dans la gorge que la plupart des Américains n'ont jamais eu besoin de produire. Et apprendre à faire ce son régulièrement, confortablement, sans y penser, ça prend du temps et de la pratique physique. Comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Le 12e jour, j'ai fait quelque chose d'imprévu qui s'est révélé être l'une des meilleures décisions de ce défi. J'ai appelé ma mère. Et j'ai décidé, juste avant qu'elle réponde, que j'allais essayer de lui parler en français. Ma mère ne parle pas un mot de français. Elle comprend quelques mots espagnols parce qu'on a des voisins latinos, mais le français, absolument rien. Alors j'ai fait quelque chose de complètement fou. Quand elle a décroché et dit allô, j'ai dit immédiatement, maman, je vais te parler en français pendant quelques minutes. Tu n'as pas besoin de comprendre les mots. Tu écoutes juste et tu réagis comme d'habitude. Elle a hésité une demi-seconde, puis elle a dit d'accord chérie, si tu veux. Ma mère est quelqu'un de très patient et de très aimant comme ça. Et j'ai parlé. En français. À ma mère qui ne comprenait rien. Pendant environ 5 minutes, je lui ai raconté ma semaine en français. Je lui ai parlé du temps, de mon travail, de mon chat, de ce que j'avais mangé, de ce que j'avais ressenti. Elle réagissait à mon ton, elle riait quand ma voix semblait amusée, elle disait oh non avec inquiétude quand mon intonation montrait quelque chose de difficile. Et même sans comprendre les mots, elle participait. Et quelque chose de remarquable s'est passé. Le fait de parler à une vraie personne, même une personne qui ne comprend pas les mots, a complètement transformé la qualité de ma parole. J'étais plus engagée. Mes intonations étaient plus naturelles. Je parlais avec plus d'émotion, avec plus de rythme, avec plus de vie dans la voix. Parce qu'il y avait quelqu'un au bout du fil. Une vraie personne qui m'écoutait avec attention et affection. Quand j'ai fini, ma mère a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Je n'ai pas compris un seul mot. Mais tu parlais vraiment bien, chérie. Tu avais l'air vraiment à l'aise. Et j'ai pensé, est-ce que c'était vrai? Est-ce que j'avais vraiment l'air à l'aise? J'ai écouté l'enregistrement de cet appel que j'avais fait en parallèle. Et oui, je parlais différemment. Pas parfaitement loin, très loin de là. Mais différemment et mieux que dans mes pratiques solitaires. Avec moins de pauses silencieuses. Avec plus de fluidité dans le passage d'une phrase à l'autre.
Comme si la présence d'une vraie personne à l'autre bout avait activé quelque chose dans mon cerveau, une ressource que la pratique solitaire n'atteignait pas complètement. Après ça, j'ai appelé ma mère plusieurs fois pendant le reste du défi pour lui parler en français. Elle attendait ces appels avec amusement. Parfois elle me posait des questions en anglais au milieu, mais qu'est-ce que tu dis? Et je devais lui expliquer en anglais, puis reprendre le français. C'était notre petit jeu. La 3e semaine a été la plus dure de tout le défi. Mon ami, je vais être totalement honnête avec toi à ce sujet, parce que je pense qu'il est important de ne pas mentir sur les difficultés. Il y a eu plusieurs jours pendant cette 3e semaine où je ne voulais vraiment pas continuer. Pas juste un peu de résistance, une vraie envie d'arrêter. Le 17e jour, par exemple, était particulièrement dur. Ce jour-là, j'avais très mal dormi la nuit précédente. J'étais fatiguée d'une façon qui va au-delà du physique, cette fatigue mentale profonde qui arrive quand tu as trop pensé pendant trop de jours. J'avais aussi des problèmes au travail ce jour-là. Je travaillais à distance pour une entreprise américaine, donc pendant toute la journée je devais parler anglais lors de réunions, écrire des emails en anglais, penser en anglais pour mes projets professionnels. Et entre chaque réunion, je devais reprendre le français pour mon défi personnel. Passer constamment d'une langue à l'autre, anglais pour le travail, français pour ma vie privée, anglais pour le travail, français pour ma vie privée, fatiguait mon cerveau d'une façon que je n'avais pas du tout anticipée. C'est comme si tu portais 2 chapeaux différents toute la journée et que tu devais constamment changer de chapeau. Ce soir-là, j'ai préparé mon dîner. Et j'ai réalisé à un moment donné que j'avais préparé tout mon repas en silence total. Pas un mot. J'avais complètement oublié mon défi pendant 20 minutes. J'étais juste une personne fatiguée qui faisait réchauffer quelque chose dans une casserole. Et j'ai eu le choix à ce moment-là. Abandonner pour ce soir, me dire que je méritais une pause, que j'avais eu une journée difficile, que demain j'allais reprendre. Ou continuer, même à voix très basse, même avec très peu d'énergie. J'ai choisi de continuer. Mais à voix très basse, presque murmurée. Je chauffe la soupe. Il fait chaud dans la cuisine. C'était tout ce que j'avais pour ce soir-là. 2 phrases simples murmuées. Mais j'avais continué. Je n'avais pas brisé la chaîne. Et ça m'a appris une leçon sur la consistance que je n'avais pas vraiment comprise avant. La consistance ne signifie pas donner 100% chaque jour. Il y a des jours où tu donnes tout ce que tu as 100%, 110% d'enthousiasme et d'énergie. Et il y a des jours où tu donnes 10%, 5%, peut-être juste 2 phrases murmurées au-dessus d'une casserole de soupe. Les 2 comptent. Les 2 s'accumulent. L'important, la seule chose vraiment importante, c'est de ne pas s'arrêter complètement. Le 19e jour, quelque chose de vraiment surprenant et magnifique s'est passé. Et je ne l'avais pas du tout planifié. J'étais dans un supermarché pour faire des courses. Je cherchais quelque chose sur une étagère. Et juste à côté de moi, il y avait une femme qui regardait les mêmes produits. Elle avait l'air un peu perplexe, elle comparait 2 emballages différents. Et j'ai entendu qu'elle parlait au téléphone en français. Elle expliquait à quelqu'un ce qu'elle voyait, elle demandait de l'aide pour choisir. Et sans vraiment réfléchir vraiment, sans aucune planification consciente, juste impulsivement j'ai dit à voix haute, en français,
excusez-moi, vous cherchez quelque chose en particulier? La femme a levé les yeux avec surprise. Elle a regardé le téléphone, puis moi, puis a dit à la personne au téléphone « Attends une seconde ». Et elle m'a répondu, en français, « Oui, en fait, je cherche du lait d'amande. Est-ce qu'il y en a ici ?» Nous avons eu une conversation. Courte, peut-être 4 ou 5 minutes. Mais une vraie conversation spontanée. Je lui ai dit que je savais pas exactement où c'était mais que j'avais vu des laits végétaux plus loin. Elle m'a demandé si je vivais dans le quartier. Je lui ai dit non, pas exactement. Elle m'a demandé d'où venait mon accent. Je lui ai dit que j'étais américaine et que j'apprenais le français. Elle a souri et dit que mon français était très bien. Je lui ai dit merci et que j'essayais. On a ri ensemble. Et on s'est séparés. Mon ami, quand je suis sortie de ce supermarché dans l'air du soir, j'ai failli m'asseoir sur le trottoir tellement j'étais émue. Pas pleurer, juste cette émotion physique dans la poitrine qui arrive quand quelque chose d'important vient de se passer. Parce que j'avais eu une vraie conversation spontanée en français. Avec une vraie personne. Sans préparation. Sans dictionnaire dans ma main. Sans m'arrêter pour chercher des mots pendant 15 secondes. Juste une conversation normale, comme ça, dans un supermarché ordinaire. 19 jours avant, je ne comprenais pas ce que je disais dans un miroir. Et là, je conversais avec une inconnue dans un supermarché. Ce moment m'a donné une énergie complètement nouvelle pour les 11 derniers jours du défi. Une énergie différente de l'enthousiasme du début. Pas l'enthousiasme naïf du jour 1, mais quelque chose de plus solide. La confiance que quelque chose fonctionnait vraiment. Une confiance basée sur une preuve concrète. Le 20e jour, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose de plus ambitieux. J'ai regardé une émission de télévision en français. Une vraie émission, une comédie française avec de vrais acteurs qui parlent à vitesse normale, avec des expressions familières, avec des références culturelles que je ne connaissais pas toutes. Et je me suis forcée à commenter l'émission à voix haute en temps réel, comme si je la regardais avec un ami. C'était difficile. Je ne comprenais pas tout, loin de là. Peut-être 60 ou 65% de ce qui se disait. Mais je comprenais assez pour suivre l'histoire générale et pour réagir. Et parler de ce que je voyais même imparfaitement, même avec des lacunes rendait l'expérience active et vivante. Je n'étais pas juste spectatrice passive. J'étais participante engagée. Oh, ce personnage est vraiment bizarre. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je ne comprends pas. Ah d'accord, maintenant je comprends. C'est à cause de « Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit ?» Je me parlais à moi-même comme ça, à voix haute, avec toutes mes réactions honnêtes. Et c'était amusant. Vraiment amusant. Le français devenait un outil pour m'amuser, pour s'émouvoir, pour réagir au monde, pas juste un outil pour apprendre dans le sens académique du terme. Et c'est là, mon ami, à ce 20e jour, que j'ai compris quelque chose de vraiment fondamental sur l'apprentissage des langues. Quelque chose que je n'aurais pas pu comprendre intellectuellement au début, j'ai dû le vivre pour le comprendre. Quand une langue devient un outil pour vivre ta vie, pour t'amuser, pour penser librement, pour exprimer tes émotions authentiques, pour réagir à des situations réelles, elle n'est plus quelque chose que tu étudies.
Elle devient une partie de toi. Elle s'intègre dans ton identité quotidienne de façon organique. Et à ce moment-là, l'apprentissage s'accélère d'une façon que tu n'aurais pas cru possible. Parce que ton cerveau ne fait plus de distinction entre apprendre le français et vivre en français. C'est devenu la même chose. La 4e et dernière semaine était vraiment différente de tout ce qui avait précédé. Je me sentais plus en train de faire un défi ou de suivre un programme. Je me sentais simplement en train de vivre ma vie quotidienne, mais avec le français présent dedans d'une façon naturelle. Ou du moins, plus naturelle qu'au début. Mes journées avaient trouvé leur rythme propre. Le matin, en buvant mon café, je parlais de ce que j'anticipais pour la journée. L'après-midi, pendant mes pauses, je racontais ce qui s'était passé le matin. Le soir, en préparant le dîner, je réfléchissais à ma journée à voix haute, ce qui s'était bien passé, ce qui avait été difficile, ce que j'avais ressenti. Et le français était là dans tout ça, pas comme un poids ou une obligation pénible, mais comme une sorte de compagnon naturel. C'est bizarre à décrire précisément, mais le français était vraiment devenu quelque chose comme un ami. Un ami avec qui je pouvais partager mes pensées du quotidien. Un ami qui ne me jugeait pas pour mes erreurs parce qu'il n'avait pas d'avis. Un ami qui était toujours disponible, à n'importe quelle heure, sans rendez-vous. Le 22e jour, j'ai découvert quelque chose d'inattendu sur la façon dont mon rapport au temps avait changé. Depuis le début du défi, chaque journée me semblait plus longue qu'avant, non pas dans le sens pénible, mais dans le sens riche. Parce que j'étais plus attentive à chaque moment. Décrire sa journée à voix haute, même imparfaitement, force une forme d'attention que la vie automatique et silencieuse ne demande pas. Quand tu dois mettre des mots sur ce que tu fais, tu le remarques vraiment. Tu es présente dans ton moment. Tu ne penses pas à autre chose en coupant tes légumes, tu coupes tes légumes et tu en parles, et ces deux actions ensemble créent une présence dans l'instant que je n'avais pas avant. Ce jour-là, j'ai aussi fait quelque chose qui m'a aidé sur un plan inattendu. J'ai commencé à parler de mes objets quotidiens comme si je les présentais à quelqu'un qui ne les connaissait pas. Ma tasse de café préférée. La petite lampe sur mon bureau. Le livre que j'étais en train de lire. Les plantes sur ma fenêtre. Je décrivais leur forme, leur couleur, pourquoi je les aimais, leur histoire dans ma vie. C'était une façon d'utiliser le français pour parler de choses concrètes et proches, des choses que je connaissais bien, des choses que je pouvais voir et toucher. Et ça réduisait la pression de chercher des mots abstraits ou complexes, je parlais de ce que j'avais devant les yeux. Le 23e jour, j'ai encore essayé quelque chose de différent. J'ai passé 20 minutes à me souvenir d'une conversation que j'avais eue en anglais pendant la journée, une réunion de travail, et à essayer de la reconstituer en français. Pas pour traduire mot à mot, mais pour recapturer les idées, les arguments, les questions. Et c'était un exercice fascinant. Parce que certaines idées qui semblaient simples en anglais demandaient beaucoup de reformulation en français. Et ce processus de reformulation m'apprenait quelque chose. Il m'apprenait à chercher l'essentiel d'une idée, son noyau central, et à le dire clairement avec les mots que j'avais. C'est une compétence que j'ai réalisée être utile au-delà du français. Savoir identifier l'essentiel d'une idée et le communiquer clairement et simplement, c'est une compétence précieuse dans n'importe quelle langue, n'importe quelle situation. Le 24e jour, j'ai vécu une expérience que je n'avais pas prévue et qui était peut-être la plus significative de tout le défi.
Un ami d'un ami, quelqu'un qui vit en France depuis toujours, avait accepté de faire un appel vidéo avec moi pour que je puisse pratiquer. Cette connexion avait été arrangée par un ami commun qui lui avait expliqué mon défi, et il avait dit d'accord, avec plaisir. J'étais très nerveuse avant l'appel. Vraiment très nerveuse. Toutes les peurs qui avaient un peu diminué pendant les 3 semaines précédentes étaient revenues d'un coup, concentrées dans les 20 minutes avant l'appel. Peur de bloquer complètement. Peur de ne pas comprendre son accent. Peur de paraître stupide. Peur de faire trop d'erreurs. Peur de décevoir. Mais l'appel s'est bien passé. Vraiment bien. Mieux que ce que j'espérais dans mes scénarios les plus optimistes. La personne parlait clairement et gentiment, avec une patience évidente. Quand je ne comprenais pas quelque chose, elle répétait ou reformulait sans aucune impatience. Quand je faisais une erreur grammaticale, elle ne me corrigeait pas immédiatement de façon directe, elle continuait la conversation et utilisait naturellement la forme correcte un peu plus tard, comme pour me montrer comment on dit sans m'embarrasser. Nous avons parlé pendant peut-être 30 minutes. De sujets accessibles, ma vie, pourquoi j'apprenais le français, ce que j'aimais faire, des différences culturelles entre nos deux pays. Et j'ai réussi à tenir cette conversation. Pas parfaitement. Avec des erreurs. Avec des pauses parfois. Avec des moments où je devais chercher mes mots. Mais j'ai tenu. À la fin de l'appel, il m'a dit, « Tu t'en sors vraiment bien. Continue. » Et j'ai su que c'était sincère et pas juste poli, parce que sa voix était directe et chaleureuse en même temps. Et ces mots, tu t'en sors vraiment bien, m'ont fait quelque chose dans la poitrine. Pas de la fierté vaniteuse. Quelque chose de plus doux. La validation que le travail avait produit quelque chose de réel. Mon ami, je veux parler de quelque chose que j'ai compris pendant cet appel et que je n'avais pas vraiment saisi avant. Il y a une différence importante entre parler et communiquer. Parler, c'est produire des sons et des mots dans une certaine langue. Communiquer, c'est transmettre des idées, des émotions, des informations à une autre personne et réussir à les faire comprendre. Tu peux techniquement parler sans communiquer, si tes mots ne transmettent pas clairement ce que tu voulais dire. Et parfois, tu peux communiquer avec beaucoup moins de mots que tu ne le pensais nécessaire. Ce que j'apprenais pendant ces 30 jours, ce n'était pas juste du vocabulaire et de la grammaire française. C'était l'art de communiquer dans une nouvelle langue avec les outils limités que j'avais. C'était apprendre à trouver les mots qui transmettent l'essentiel de mon intention, même si ce ne sont pas les mots les plus précis ou les plus élégants. C'était apprendre à continuer quand je ne connaissais pas un mot, à contourner l'obstacle, à expliquer autrement, à utiliser un synonyme imparfait plutôt que de m'arrêter et de chercher la perfection. Le 26e jour, j'ai fait quelque chose de très personnel. J'ai écrit dans mon journal intime en français. Mon journal, que j'écris régulièrement depuis des années, est quelque chose de très privé. C'est l'endroit où je mets mes vraies pensées, mes vraies questions, mes vraies peurs et espoirs. Et pour la première fois depuis que je l'avais commencé, des années auparavant, j'ai écrit une entrée entière dans une autre langue. L'entrée n'était pas parfaite linguistiquement, il y avait sûrement des erreurs de grammaire et des formulations maladroites. Certaines phrases étaient trop simples par rapport à la complexité de ce que je voulais exprimer. Mais l'entrée existait.
2 pages de mes vraies pensées, de mes sentiments authentiques, de ma journée réelle en français. Et ce qui était fascinant et un peu inattendu, c'est que certaines de mes pensées semblaient légèrement différentes en français. Pas moins vraies, pas moins profondes, mais différentes dans leur formulation, dans leur angle d'approche. Comme si la structure et les habitudes de la langue française me forçaient à organiser certaines idées différemment. Et cette différence était intéressante, pas gênante. Elle m'a montré quelque chose d'important. Les langues ne sont pas juste des codes différents pour les mêmes idées. Chaque langue a sa propre logique interne, sa propre façon de découper et d'organiser la réalité, sa propre sensibilité. Et apprendre une nouvelle langue, c'est apprendre à voir le monde avec une autre paire d'yeux. Le 28e jour, à 2 jours de la fin, j'ai refait quelque chose que j'avais fait le tout premier matin. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai dit une phrase en français. Mais cette fois, je comprenais parfaitement ce que je disais. Et j'ai pleuré encore. Mais cette fois les larmes étaient complètement différentes. Ce n'étaient plus des larmes de frustration ou d'incompréhension devant mes propres mots. C'était autre chose. De la fierté, peut-être. De l'étonnement. Un sentiment de gratitude envers moi-même pour avoir continué les jours difficiles. Et un émerveillement sincère devant la capacité du cerveau humain à changer, à apprendre, à s'adapter en si peu de temps. Le 29e jour, j'ai passé du temps à réfléchir à tout ce que j'avais appris pendant ce défi. Pas seulement les mots et la grammaire, ça, c'est mesurable et visible dans mes enregistrements. Mais les autres apprentissages. Les apprentissages plus profonds, moins évidents, qui touchaient quelque chose au-delà de la langue. J'avais appris à avoir confiance dans l'imperfection. Pendant 30 jours, j'avais dit des centaines et des centaines de choses imparfaites. Des phrases incorrectes. Des mots mal utilisés. Des accents étranges. Et rien de terrible ne s'était passé. Le monde avait continué. Les gens que j'avais rencontrés avaient été patients et bienveillants. Et petit à petit, l'imperfection était devenue acceptable. Puis normale. Puis presque confortable. L'imperfection n'était plus quelque chose à éviter à tout prix, c'était juste la réalité de l'apprentissage. J'avais appris que le courage linguistique se développe comme un muscle. Comme n'importe quel muscle physique, si tu ne travailles pas, il reste faible. Si tu le travailles régulièrement, même un peu, il devient plus fort. Au début, oser parler une langue étrangère était une décision consciente et courageuse. À la fin, c'était quelque chose de beaucoup plus naturel. Pas sans effort, mais sans la même peur paralysante. J'avais appris que l'apprentissage d'une langue touche quelque chose de profond dans l'identité. Quand tu parles une autre langue, tu n'es pas exactement la même personne que dans ta langue maternelle. Quelque chose change subtilement dans ta façon de te présenter, dans ta façon de te relier aux autres. Et ça peut être libérateur. Parce que dans notre langue maternelle, nous sommes parfois prisonniers de nos habitudes de communication, de nos patterns répétés, de notre façon automatique et parfois rigide de penser et de parler. Une nouvelle langue offre l'espace pour être légèrement différent. Et j'avais appris de façon très concrète que la régularité quotidienne bat l'intensité épisodique.
J'aurais pu faire 10 heures de français une fois par semaine. J'aurais pu faire des sessions marathon le week-end. Mais ce n'est pas ce que j'avais fait. J'avais fait un peu de français presque chaque heure, chaque jour. Et c'est cette présence constante et régulière dans ma vie quotidienne qui avait produit des résultats rapides et profonds. Pas les grandes sessions intenses, mais les petits moments quotidiens qui s'accumulent imperceptiblement jusqu'à former quelque chose de significatif. Le 30e jour est arrivé. Mon ami, je dois dire quelque chose d'honnête à propos de ce dernier jour. Je m'étais fait des images dans ma tête de comment il se passerait. Je m'étais imaginé me lever ce matin-là avec le sentiment que tout avait changé. Que le français coulait soudainement de façon parfaitement fluide. Que mon accent avait disparu. Que tous les mots que j'avais cherchés pendant un mois étaient maintenant là, instantanément disponibles. Je m'étais imaginé une sorte de transformation cinématographique, un moment de révélation dramatique. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Le 30e jour ressemblait beaucoup au 29e. Mon français n'avait pas fait un bond magique pendant la nuit. Je n'étais pas devenu bilingue pendant mon sommeil. Je faisais encore des erreurs, différentes des erreurs du premier jour, mais des erreurs quand même. Je cherchais encore certains mots. Mon accent américain était toujours là, toujours reconnaissable. Mais, quand j'écoutais l'enregistrement de ce dernier matin et que je l'ai comparé à l'enregistrement du premier jour, la différence était frappante. Pas dans la perfection, mais dans la fluidité, dans le naturel, dans la confiance perceptible. Le premier jour, je m'arrêtais toutes les 2 ou 3 secondes. Le 30e jour, je pouvais parler pendant 20, 30, parfois 40 secondes sans aucune pause. Le premier jour, chaque phrase était un effort conscient et souvent raté. Le 30e jour, mes phrases venaient avec beaucoup plus de naturel, avec plus de variations dans leur structure, avec des connexions plus fluides entre elles. La transformation n'était pas magique. Elle était réelle. Elle était faite de travail quotidien, de petits progrès accumulés, de frustrations surmontées, de décisions de continuer même les jours difficiles. Et une transformation réelle, basée sur un travail réel, vaut infiniment plus qu'une transformation magique qui n'existe pas. Ce soir-là, le dernier soir du défi, j'ai fait quelque chose de symbolique. J'ai préparé mon dîner en silence. Complètement en silence, pour la première fois en 30 jours. Et le silence avait une texture différente qu'avant le défi. Parce que dans ma tête, même dans ce silence externe, il y avait du français. Des mots français qui flottaient naturellement dans mes pensées, qui passaient et repassaient, qui s'associaient à ce que je faisais et à ce que je voyais. Le français était entré dans ma vie mentale. Pas complètement, pas parfaitement, mais il était là, à sa place, confortable et familier. Mon ami, si tu es quelqu'un qui apprend une langue étrangère, quelle qu'elle soit, je veux partager quelques réflexions nées de cette expérience. Pas des règles rigides. Pas une formule miracle. Juste des observations honnêtes de quelqu'un qui a fait l'expérience. La première chose, c'est que parler seul à voix haute est une méthode vraiment puissante et vraiment sous-utilisée. Je sais que ça semble étrange. La première fois que tu le fais dans ta cuisine, tu te sens complètement ridicule. Mais fais-le quand même,
Parce que cette pratique active quelque chose dans ton cerveau qui ne s'active pas quand tu lis en silence ou quand tu écoutes. Tu produis le langage activement. Et c'est fondamentalement différent de le recevoir passivement. C'est comme la différence entre regarder quelqu'un nager et nager toi-même. La deuxième chose, c'est d'enregistrer ta voix régulièrement, pas pour te juger ou te critiquer, mais pour avoir une trace objective de ta progression. Parce que quand tu es dans le processus quotidien, tu ne vois pas toujours à quel point tu avances. Chaque jour ressemble un peu au jour précédent. Mais quand tu écoutes un enregistrement d'il y a 15 jours, c'est là que tu entends la différence clairement. Et entendre cette différence est l'une des plus grandes motivations qui existent. La troisième chose, c'est d'accepter l'imperfection dans ton cœur, pas juste dans ta tête. Pas juste intellectuellement te dire c'est normal de faire des erreurs. Mais vraiment, dans ta façon d'être, accepter que pendant cette période d'apprentissage tu vas dire des choses incorrectes, tu vas chercher des mots, tu vas parfois ne pas trouver ce que tu cherches. Et c'est correct. C'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est exactement là où tu dois être. La quatrième chose, c'est de trouver toutes les façons possibles de rendre la langue vivante dans ta vie quotidienne ordinaire. Pas seulement dans des sessions d'études formelles avec un livre et un timer. Dans ta cuisine, dans ta salle de bain, dans tes promenades, dans tes moments de réflexion avant de dormir. Plus la langue est présente dans les moments réels de ta vie, plus vite ton cerveau l'intègre comme quelque chose de réel et d'utile, pas juste comme un exercice scolaire. Et la cinquième chose, et c'est vraiment la plus importante de toutes, c'est de ne jamais perdre de vue pourquoi tu apprends. Parce qu'il y a des jours difficiles dans tout apprentissage sérieux. Des jours où tu veux arrêter. Des jours où le progrès est complètement invisible. Des jours où la langue te semble aussi étrangère et impénétrable qu'au tout premier jour. Et ces jours-là, tu as besoin de quelque chose de plus fort que la discipline ou la méthode. Tu as besoin de ta raison profonde. Pour moi, cette raison a évolué pendant ces 30 jours. Au début, c'était une ambition un peu abstraite, je voulais être le genre de personne qui parle plusieurs langues. Mais à la fin du défi, la raison était différente et beaucoup plus profonde. Je voulais continuer parce que j'avais découvert que le français était une fenêtre. Une fenêtre ouverte sur un autre monde, sur d'autres façons de penser, sur des millions de personnes différentes avec leur vie, leurs histoires, leurs perspectives. Et ce monde-là m'attirait. Il me rendait curieuse. Il me donnait envie d'aller plus loin. Mon ami, je pense que l'apprentissage d'une langue est l'un des actes les plus profondément humains qui existent. Parce que les langues sont la façon dont les êtres humains se partagent l'intérieur d'eux-mêmes avec les autres. Quand tu parles avec quelqu'un dans sa langue, dans sa vraie langue, celle dans laquelle il rêve et pense et rit, tu lui montres quelque chose d'important, que tu as fait l'effort de te rapprocher de son monde. Et ça crée une connexion qui n'existe pas quand tu parles juste une langue commune de compromis. Alors est-ce que je recommande ce défi de 30 jours de parler seul dans une autre langue? Oui, absolument, avec tout mon enthousiasme. Mais avec une nuance honnête. Ce n'est pas une méthode complète en soi. C'est un pilier puissant d'une méthode plus large et plus diversifiée. Tu dois aussi lire dans la langue. Tu dois aussi écouter des contenus authentiques. Tu dois aussi interagir avec de vraies personnes qui la parlent.
Tu dois aussi étudier la grammaire et le vocabulaire de façon structurée. Chaque dimension contribue à quelque chose de différent dans ton développement. Mais cette dimension-là, parler à voix haute seule, chaque jour, dans ta vie quotidienne, c'est une dimension qui est souvent négligée. Parce qu'elle est gênante. Parce qu'elle paraît bizarre. Parce qu'on se sent ridicule au début. Et c'est précisément pour ça qu'elle fait une grande différence quand tu l'ajoutes à ta pratique. Ce défi m'a aussi appris quelque chose sur moi-même que je n'avais pas prévu. Il m'a appris que je suis capable de persévérer dans quelque chose de difficile, d'inconfortable, de parfois décourageant et de voir quelque chose de réel et de beau émerger de cette persévérance. Et cette leçon-là, cette confiance dans ma propre capacité à tenir s'applique à beaucoup plus que l'apprentissage du français. Il y a des moments dans la vie où on doute de soi. Des moments où on pense qu'on n'est peut-être pas assez intelligent, pas assez doué, pas assez patient pour apprendre quelque chose de vraiment difficile. Et ces moments-là, je pense à ce miroir. Au premier matin où je ne comprenais pas ma propre phrase. Et au 30e matin où je me regardais dans ce même miroir et je parlais avec confiance, avec naturel, avec joie. La distance entre ces deux matins, c'est 30 jours de petits efforts quotidiens. Rien de magique. Rien de génial. Juste la décision de recommencer chaque matin. Et c'est ça, la vraie magie, la décision de recommencer. Mon ami, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. Ça compte vraiment pour moi que tu aies passé tout ce temps ici, à écouter cette aventure de 30 jours dans mon appartement avec mon chat et mon miroir et mes casseroles. Si cette vidéo t'a donné envie d'essayer quelque chose de similaire dans ta propre langue cible, dis-le-moi dans les commentaires. Et si tu apprends déjà une langue en ce moment, le français ou une autre, je veux absolument le savoir. Écris la langue que tu apprends en bas. Et bien sûr, n'oublie pas de me dire d'où tu regardes, parce que j'adore voir toutes les parties du monde qui se rejoignent ici. Le voyage d'apprentissage d'une langue est long. Très long. Mais chaque mot compte. Chaque phrase maladroite compte. Chaque moment de courage compte. Chaque jour où tu continues, même avec juste 2 phrases murmurées au-dessus d'une casserole de soupe, ça compte. Et tout ça, ensemble, forme quelque chose de beau et de durable. Quelque chose qui t'appartient, que personne ne peut te reprendre. Continue. Vraiment. Continue. Et si tu veux vraiment commencer, si tu veux vraiment essayer ce défi, voici ce que je te propose. Commence demain. Pas dans une semaine. Pas quand tu te sentiras prêt ou prête, parce que tu ne te sentiras jamais parfaitement prêt ou prête. Commence avec juste 5 minutes. 5 petites minutes demain matin, dans ta cuisine, à décrire à voix haute ce que tu fais. Je fais du café. Il fait beau. J'ai bien dormi. 5 minutes. C'est tout. Et fais la même chose le lendemain. Et le lendemain encore. Et dans 30 jours, regarde où tu en es. Je peux te garantir une chose. Dans 30 jours, tu ne seras pas parfait ou parfaite. Mais tu seras meilleur ou meilleure qu'aujourd'hui. Et tu seras plus courageux ou courageuse. Et tu auras une relation différente avec ta langue cible, plus personnelle, plus intime, plus vivante.
Parce que les langues ne sont pas des sujets académiques. Ce sont des êtres vivants. Et comme tous les êtres vivants, elles grandissent quand on leur donne de l'attention, du temps et de la présence quotidienne. Le français est maintenant une partie de ma vie de façon permanente. Pas parfaite, pas complète, mais permanente. Et chaque semaine, cette partie grandit un peu. Chaque conversation, chaque film regardé, chaque page lue, chaque matin de pratique, tout ça s'accumule. Tout ça construit quelque chose de plus grand. Et je pense à tous les gens que je vais pouvoir connaître grâce à cette langue. Toutes les histoires que je vais pouvoir lire. Toutes les conversations que je vais pouvoir avoir. Toutes les parties du monde qui vont s'ouvrir, un peu plus complètement, parce que j'ai décidé un soir de regarder une vidéo sur Internet et d'y croire. C'était mon histoire, mon ami. 30 jours, seul, en français. Ça a tout changé. Pas comme dans un film, mais comme dans la vraie vie. Doucement, régulièrement, un petit matin après l'autre. Et si tu décides de commencer ton propre défi, j'espère de tout cœur que tu vivras des moments similaires. Les petites victoires inattendues. La surprise de se comprendre dans un miroir. La joie d'une conversation spontanée dans un supermarché. Ces moments-là sont pour toi aussi, si tu décides de les chercher. À très bientôt. Et merci d'être là, mon ami. Vraiment, du fond du cœur, merci.